Bonsoir à tous, bienvenue dans Actu, les 19h sur NATV. Et comme tous les soirs, on va décrypter ensemble l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y aura la vidéo du jour et il y aura le chiffre du jour, notamment une information importante concernant la météo en Nouvelle-Aquitaine. On débriefera les interventions des sénateurs de la région du côté du Sénat. La séance était hier. Et puis il y aura l'invité de la rédaction en fin d'émission avec Clément Darbieux. N'Actu, c'est parti. Et on débute, je vous le disais, avec une alerte météo qui concerne la région Nouvelle-Aquitaine. 11 départements sur 12, vous le voyez à l'écran, sont concernés par cette vigilance jaune donnée par Météo France. Il s'agit d'une vigilance orage, voire grêle dans certains départements. On vous rappelle les consignes de prudence à adopter en cas de vigilance jaune, notamment mettre à l'abri les objets sensibles au vent, ne vous abritez pas sous les arbres, évitez les promenades en forêt, évitez également d'utiliser le téléphone et les appareils électriques au plus fort de l'orage et puis attention au départ de feu. Le chiffre du jour maintenant, le chiffre du jour, c'est le 112. 112 comme le montant du budget supplémentaire qui a été voté par les conseillers régionaux de la Nouvelle-Aquitaine. Un chiffre pour anticiper le pic de la crise énergétique qui aura lieu évidemment en 2023. Un budget qui a été voté lors de l'Assemblée régionale de Nouvelle-Aquitaine. Ces 112 millions viennent renforcer un budget primitif qui a été calé à 3,3 milliards d'euros. Alain Rousset, le président de la région, a déclaré que la Nouvelle-Aquitaine devait pouvoir continuer, je cite, à investir malgré les crises qui secouent l'économie. L'info du jour concerne, elle, la Gironde où le plan éparvier a été déclenché ce jeudi par les autorités locales. La raison, un refus d'obtempérer du côté de Pugnac au nord de Bordeaux hier soir aux alentours de 18h30. Un gendarme a été percuté et traîné sur plusieurs dizaines de mètres tandis que le conducteur a pris la fuite. Le plan éparvier a donc été déclenché et les recherches sont dispatchées dans tout le 33 par le groupement d'intervention de la Gironde, une affaire qui a fait réagir en haut lieu avec la réaction sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Vous le voyez à l'écran, Gérald Darmanin qui apporte son soutien aux gendarmes grièvement blessés. On passe maintenant à l'hommage du jour, un hommage qui a eu lieu du côté de Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques. Bayonne où Caroline Cayeux, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, était notamment présente pour rendre les honneurs militaires au gendarme Thomas Cavaillon-Pinault, qui, on le rappelle, à 29 ans, avait perdu la vie le 13 octobre dernier en mission. Caroline Cayeux qui a déclaré, je cite, « Son sens de l'engagement est un exemple pour nous tous. Thomas Cavaillon-Pinault a été promu major à titre posthume. » On regarde la vidéo hommage qui a eu lieu donc du côté de Bayonne. La première richesse dans la gendarmerie, ce sont les hommes. Toutes celles et ceux qui, unis par le choix de servir sous l'uniforme, protègent inlassablement au quotidien nos concitoyens. Gendarmes, la disparition d'un des vôtres vous atteint, nous atteint tous au plus profond. C'est une perte irremplaçable pour vous, pour chacun d'entre nous, pour notre pays. Thomas avait foi en la France. Il croyait dans les vertus de la loi, dans la force du droit et dans la nécessité de les faire respecter. Il avait, chevillé à l'âme, le désir de lutter contre les injustices et les iniquités. Animé de convictions profondes, travailleur et dévoué, il avait accédé au grade de maréchal des logis et réussi le concours de sous-officier. À l'école de gendarmerie de Châteaulin, ses chefs et ses instructeurs avaient tous souligné ses belles aptitudes humaines et professionnelles. Cette implication constante dans l'ensemble des missions qui lui sont confiées, c'est l'expression du sens qu'il accordait à son engagement dans la gendarmerie. La gendarmerie et la moto, c'était là deux grandes passions de sa vie
qu'il avait décidé de mêler dans un seul et même engagement. Major, à l'instant de vous saluer une dernière fois, rappelons-nous ces mots de Marguerite Yourcenar. Il ne faut pas pleurer parce que cela n'est plus, mais il faut sourire parce que cela a été. Votre sens de l'engagement, vos combats sont à jamais un exemple pour nous tous. Major Thomas Cavaillon-Pinault, reposez en paix. L'événement du jour a eu lieu du côté de la Gironde. L'événement du jour, c'est tout simplement le coup d'envoi de l'édition 2022 de l'Olympiade des métiers. Une édition qui a eu lieu du côté du parc d'exposition de Bordeaux. Un événement qui a débuté aujourd'hui et qui va durer jusqu'à samedi. Le principe est très simple. Vous le voyez sur les images. Il s'agit de la plus grande compétition internationale de la jeunesse et de la formation professionnelle. L'occasion pour les jeunes issus de différentes voies de formation de réaliser devant un vaste public une démonstration technique de haut niveau pour le métier et le pays dont ils défendent les couleurs. À cette occasion, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, mais aussi Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, sont attendus aujourd'hui. Ces deux ministres, dont Jean-Noël Barrot que vous voyez en image à l'Assemblée nationale, seront présents aujourd'hui pour assister à cet événement. On termine les brèves de N'Actu avec le sondage du jour, un sondage qui concerne le football. Nous sommes à un mois pile ce jeudi du début de la Coupe du Monde de football qui aura lieu au Qatar, on le rappelle, du 20 novembre au 18 décembre prochain. Et à un mois pile du mondial, un sondage Harris Interactif a été commandé par l'agence RMC Sport. 60% des Français disent vouloir regarder cette compétition et surtout 2 Français sur 3 croient clairement aux chances de l'équipe de France de Didier Deschamps de conserver le titre acquis en Russie en 2018. Une communication de la part des Français plutôt positive et ce n'est pas du tout l'avis d'un champion du monde. Le champion du monde 98, Lionel Charbonnier, né à Poitiers en Nouvelle-Aquitaine, était avec nous dans le Nasport Show. Lui n'est pas du tout d'accord avec la majorité des Français. Pour lui, la France ne va pas conserver son titre. Mal, très mal, mon Benji. Je la sens pas du tout. Je vois pas une grande épopée pour notre équipe nationale. J'espère franchement me tromper et je croise les doigts pour me tromper, mais je sens pas le coup. Il y a plein de choses qui me font dire que déjà c'est très rare que le vainqueur de la Coupe du Monde déjà fasse une très belle épopée l'année, enfin la compétition d'après, 4 ans après, et puis là, il y a beaucoup de choses qui se passent à la Fédé, qui me dérangent, qui peuvent peut-être atteindre les joueurs. En tout cas, je ne le souhaite pas, mais j'espère vivement me tromper et que ça se passe bien et que la France sera capable d'aller chercher une 2e étoile. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné, voici les mots du champion du monde 98, Lionel Charbonnier. C'était dans l'émission du Nasport Show. Le Nasport Show, vous retrouvez le show des fans de sport à 20h maintenant, mais également en replay sur la page YouTube de NATV. Quant à l'actu, ça continue dans un instant. Juste après une petite pause, on parlera du Sénat. Hier, il y avait une séance. Vous allez retrouver toutes les interventions des sénateurs de Nouvelle-Aquitaine. Et puis en fin d'émission, l'invité de la rédaction avec Clément Darbieux qui va recevoir Marc Padonou, qui est un fondateur d'une plateforme pour apprendre facilement et ludiquement l'anglais. N'Actu, c'est de retour dans un instant et nous sommes ensemble, bien sûr, jusqu'à 20h. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30.
Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans Actu, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour décrypter autrement l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine. Tout de suite, place à Sénat, l'actualité du Sénat à Paris, puisque dans l'émission d'hier que vous pouvez revoir sur la page YouTube de NATV, on a parlé de l'Assemblée nationale. Place désormais aux interventions des sénateurs de Nouvelle-Aquitaine. On va commencer avec une première intervention, celle de la sénatrice de Gironde, Nathalie Delattre, une intervention au sujet du projet de loi orientation et programmation du ministère de l'Intérieur. La parole à Madame la Présidente Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Au terme de l'examen de ce projet de loi, je voudrais partager le constat que ce texte, tant dans ses propositions initiales, mais aussi par les apports conséquents du Sénat, que cela soit au regard de ses dispositions programmatiques, mais également normatives, va dans la bonne direction. De saluer ici le travail de nos co-rapporteurs et votre investissement, Monsieur le Ministre, dans vos explications. Sans refaire le sommaire du rapport, il comporte un certain nombre de sujets pour lesquels nos forces de sécurité publique attendaient un développement et un soutien, notamment matériel, technique, numérique et juridique. Notre Assemblée a supporté d'autres sujets et notre groupe, celui par exemple de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, et je me réjouis que nous ayons adopté plusieurs amendements portés par notre collègue Maryse Carrère. De se féliciter de la perspective budgétaire pour laquelle l'augmentation annoncée semble à la hauteur des enjeux de sécurité publique auxquels notre pays est et sera confronté. Pour autant, il faut que ces moyens soient déployés à bon escient. Je pense notamment à la formation. Les carences en matière de formation ne sont plus à démontrer, surtout s'agissant de la formation continue. Le rapport annexe l'évoque, qu'il s'agisse du numérique ou des métiers de terrain. J'espère donc qu'il sera suivi d'effet, d'autant plus au moment où l'article 9 supprime les 3 années de pratique pour devenir OPJ. De revenir également sur l'implantation de nouvelles casernes de gendarmerie.
Pour assurer le maintien de l'ordre dans les territoires ruraux, chacun sait la nécessité d'implanter de nouvelles brigades, notamment dans les territoires qui connaissent une poussée démographique. Et cela touche la Gironde, monsieur le ministre. J'ai eu l'occasion de vous le dire durant nos échanges. C'est donc un point sur lequel je serai attentive et je sais que je ne serai pas la seule, vous vous en doutez. Au cours de ces travaux, nous avons pu aborder longuement certains aspects. Je pense en particulier à la réforme de la police nationale et plus spécifiquement aux problématiques liées à la police judiciaire. Nous avons été quelques-uns à relayer les inquiétudes provenant des acteurs de terrain et des magistrats. Notre Assemblée a pu faire inscrire dans le dur que la réforme devra tenir compte des spécificités de la police judiciaire. Vous avez eu, monsieur le ministre, des propos rassurants, notamment quant à la question de l'indépendance des magistrats dans la direction de l'instruction. Nous espérons que ces engagements permettront de réformer sereinement notre police, car oui, l'évolution de cette dernière est nécessaire. Je pense également que les travaux menés pour cadrer l'usage de l'amende forfaitaire étaient les bienvenus. Le projet initial soulevait des inquiétudes par sa généralité. La rédaction de l'article 14 par nos rapporteurs, qui limite strictement le champ d'application du dispositif, est de nature à nous rassurer. L'amendement du gouvernement adopté en séance a complété le dispositif. Je pense que cette solution est plus sage au regard des principes qui gouvernent notre justice. L'une des innovations de ce texte reste aussi l'objet d'interrogation. Je pense à la création de la nouvelle fonction d'assistant d'enquête. L'analogie avec les greffiers est séduisante, mais elle présente aussi son lot de questionnements. Comment seront-ils formés et encadrés? Comment seront-ils rémunérés? Comment seront-ils répartis? Comment seront-ils contrôlés? Des échanges ont eu lieu en séance. Je ne crois pas qu'il faille renoncer à l'institution de ces nouveaux personnels, mais il faudra veiller à la manière dont ils seront institués. Monsieur le ministre, il reste cependant au terme de nos échanges quelques interrogations, voire quelques regrets. Notre collègue Roger Karoutchi l'a évoqué très justement dès la discussion générale. La police et la justice se plaignent souvent l'une de l'autre, au point de s'opposer parfois, alors qu'il y aurait lieu de les penser ensemble. De ce point de vue, ce texte donne le sentiment d'une occasion manquée, sentiment largement renforcé par la manière dont les irrecevabilités ont été prononcées. J'en veux pour exemple un amendement que j'avais déposé et qui reprenait les dispositions de ma proposition de loi visant à permettre aux différentes associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement au pénal un idylle victime d'agression. Cet amendement a été déclaré irrecevable car ne s'inscrivant pas dans le périmètre de la loi. Je comprends évidemment le raisonnement qui a conduit à cette décision dès lors que nous n'examinons pas un texte qui touche à la question du procès. Mais nous voyons aussi la limite de l'exercice qu'aura représenté cette loi de programmation. D'un côté, nous adoptons un article 7 bis qui vise à renforcer la protection pénale des élus, quand d'un autre, nous ne pouvons pas examiner d'autres dispositifs qui participent à cette même finalité, au motif qu'il y serait question de l'organisation du procès, et donc du ministère de la Justice, plutôt que de l'Intérieur. Ce cloisonnement d'ordre quasi administratif est regrettable. Il a parfois d'ailleurs mené à des confusions sur d'autres débats également importants. Mais il est vrai qu'une partie conséquente des articles du projet initial du mois de mars n'a pas été retenue dans la version finale présentée, notamment un volet justice important. Cette loi de programmation n'est qu'une première étape. Nous attendons beaucoup des prochains textes qui devraient nous être présentés et nous l'espérons rapidement. Dans cette attente, notre groupe, dans sa grande majorité, se prononcera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je vais donner la parole à Monsieur Marc-Philippe Daubresse pour le groupe Les Républicains. Autre sénatrice de la région Nouvelle-Aquitaine à être intervenue hier, Corinne Imbert, la sénatrice de Charente-Maritime. Cette fois, cela concerne une autre proposition de loi sur la formation des internes en médecine générale. On écoute tout de suite Corinne Imbert. Non, à Corinne Imbert, rapporteure de la Commission des affaires sociales. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues. Déposée par l'excellent président Bruno Retailleau et inscrite à l'ordre du jour à la demande du groupe Les Républicains, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi poursuit deux objectifs auxquels la Commission des affaires sociales a pleinement souscrit. Le texte vise d'abord à améliorer la formation des médecins généralistes en allongeant d'1 an le 3e cycle de cette spécialité.
Cette nouvelle année, voulue professionnalisante, doit permettre de mieux accompagner les étudiants dans la découverte de l'autonomie et de l'exercice ambulatoire. Mais ce faisant, le texte vise également à trouver un moyen d'action nouveau pour s'attaquer à la problématique de l'accès aux soins, et j'y reviendrai. L'article unique de la proposition de loi porte sur la durée du 3e cycle des études de médecine générale. Elle le porte à 4 ans et affecte la 4e année à la réalisation d'un stage en ambulatoire et en autonomie supervisée. Cette mesure est envisagée depuis plusieurs années. La durée du 3e cycle de médecine générale, restée fixée à 3 ans, fait en effet figure d'exception. Ceux des 43 autres spécialités s'étendent tous sur 4 à 6 années. Elle empêche la médecine générale de bénéficier de l'ensemble des avancées de la réforme du 3e cycle des études de médecine intervenue en 2017 et l'isole des autres spécialités. Ainsi, les futurs médecins généralistes sont les seuls à ne pas bénéficier de la 3e phase d'internat dite de consolidation, visant à consolider les connaissances et compétences acquises jusque-là par les étudiants. Ils ne bénéficient pas non plus du statut de docteur junior associé à cette dernière phase et permettant aux étudiants de réaliser pendant une année entière des stages en autonomie progressive et supervisée, tout en bénéficiant d'une meilleure rémunération. Enfin, alors que la soutenance de la thèse d'exercice constitue désormais l'une des conditions d'accès à la phase de consolidation et est donc souvent réalisée dans les délais, les étudiants de médecine générale ne bénéficient pas de cette incitation. Les retards de soutenance sont fréquents et reportent d'autant l'installation des jeunes médecins généralistes. La durée du 3e cycle de médecine générale est établie sur le minimum fixé par l'Union européenne et s'avère plus courte que celle retenue dans de nombreux autres pays. Les médecins généralistes suivent par exemple un 3e cycle de 5 ans au Danemark, en Suède ou en Norvège. Les enseignants et médecins que nous avons auditionnés sont majoritairement très favorables à cette mesure. Plusieurs d'entre eux nous ont indiqué y travailler depuis plusieurs années. Ils ont insisté sur l'opportunité d'enrichir les référentiels de formation. La maquette actuelle ne comprend pas suffisamment de stages en ambulatoire, alors que ce mode d'exercice constitue un débouché naturel pour la médecine générale. Seuls 2 des 6 stages prévus sont obligatoirement réalisés en ville. Ce sont pourtant ces stages qui préparent le mieux les étudiants à l'exercice libéral, en leur donnant une expérience concrète du fonctionnement d'un cabinet ou d'une structure d'exercice coordonné. La mise à jour de la maquette devrait aussi permettre aux étudiants qui le souhaitent d'approfondir plus facilement des compétences spécifiques communes à plusieurs spécialités. En améliorant la professionnalisation des internes de médecine générale, la proposition de loi vise ainsi à favoriser leur installation rapide. L'ajout d'une phase de consolidation encouragera les étudiants à soutenir leur thèse dès l'issue de la 3e année. Ils ne pourront plus, comme aujourd'hui, la reporter jusqu'à 3 ans après la fin de leur internat. Surtout, la réalisation d'une année entière de stage en ambulatoire et en autonomie supervisée permettra d'améliorer largement la professionnalisation des étudiants et de mieux les préparer à l'exercice en ville. En elle-même, l'extension du 3e cycle portée par le texte devrait donc être favorable à l'amélioration de l'offre de soins. Toutefois, la proposition de loi ne s'arrête pas là. Afin de répondre plus directement aux problèmes d'accès aux soins dans de nombreux territoires, et dans très nombreux territoires, elle prévoit que les stages en ambulatoire de 4e année seront prioritairement réalisés dans les zones sous-denses identifiées par les agences régionales de santé. Cette mesure a concentré ces dernières semaines les inquiétudes des organisations représentatives des internes qui ont craint que la formation soit instrumentalisée pour régler les difficultés d'accès aux soins. Je tiens donc à lever toute ambiguïté. Le président Retailleau vient aussi de le rappeler, le texte que nous examinons aujourd'hui n'entend pas sacrifier la qualité de l'encadrement des étudiants ni celle de leur formation. Au contraire, il prévoit que les stages de 4e année seront, comme les autres, supervisés par des maîtres de stage formés et agréés par l'université. Ils devront permettre de mieux accompagner les étudiants dans la découverte de l'exercice ambulatoire et l'appréhension progressive de l'autonomie. Afin de tenir compte des inquiétudes manifestées par les organisations d'étudiants et parce que l'expression « désert médical » ne lui a pas paru décrire fidèlement la réalité contrastée, il est vrai, des zones sous-denses, la Commission a modifié l'intitulé de la proposition de loi afin de mettre en valeur son objectif premier, l'amélioration de la formation des internes en médecine générale. Malgré tout, je crois évidemment qu'il n'est pas possible d'ignorer entièrement les besoins de santé de nos territoires dans l'affectation des internes en stage. L'accès à un médecin généraliste constitue un enjeu majeur pour nos concitoyens. Or, la démographie de la profession est particulièrement sinistrée. La France a perdu en 10 ans environ 5000 généralistes. La diminution de la densité médicale aggrave les inégalités territoriales d'accès aux soins. La suppression du numerus clausus et l'augmentation du recrutement d'étudiants ne permettront pas de résoudre cette situation avant plusieurs années.
C'est pourquoi je crois au contraire que les affectations doivent être cohérentes avec les besoins de santé des territoires, chaque fois que cela est possible, sans perte sur la qualité de l'encadrement des étudiants. Afin d'assurer la pleine efficacité de cette mesure, les efforts devront être poursuivis pour augmenter encore le nombre de maîtres de stage universitaires et s'assurer que ceux-ci maillent suffisamment le territoire. Il s'agit d'un enjeu central et bien identifié. À ce titre, des collectivités territoriales sont déjà employées à favoriser l'augmentation du nombre du maître de stage ces dernières années en facilitant, en accord avec les facultés de médecine, l'organisation des formations de maîtrise de stage au plus près du lieu d'exercice des médecins généralistes. C'est à la condition de concilier ces deux impératifs, amélioration de la formation des étudiants d'une part et amélioration du service rendu à la population dans les territoires d'autre part, que la réforme sera un succès. Ce texte est un pas indispensable en faveur d'une meilleure réponse aux attentes de soins de nos concitoyens. Il a deux mérites, celui de démystifier l'installation en favorisant une meilleure connaissance de l'exercice en cabinet, mais également celui de démystifier la notion de zone sous-dense. Il y a une vie dans ces territoires, mes chers collègues, et vous le savez tous. Un deuxième motif d'inquiétude réside dans la situation matérielle des étudiants dont l'affectation serait éloignée de leur domicile. Les collectivités territoriales font déjà beaucoup d'efforts dans ce domaine. Je constate par ailleurs, Monsieur le ministre, que le gouvernement a souhaité ouvrir une concertation dans le cadre d'une mission interministérielle et n'est pas fermé à l'idée de modalités de rémunération spécifiques à la médecine générale. Je crois même que c'est indispensable. Les docteurs juniors, quand bien même ils exercent en autonomie progressive, sont aujourd'hui rémunérés forfaitairement et, il faut le dire, assez faiblement au regard du travail qu'ils accomplissent. Je souhaite, comme le président Retailleau, que des solutions puissent être trouvées pour rétribuer justement les étudiants de médecine générale qui suivront cette année supplémentaire et leur permettre de réaliser leur stage sans difficulté matérielle. Il s'agit d'une condition essentielle à la réussite de cette réforme. Enfin, les organisations que nous avons entendues nous ont tous confirmé que l'ajout d'une 4e année ne devrait pas s'appliquer aux étudiants actuels du 3e cycle de médecine générale pour ne pas nuire à la cohérence de leur formation. La Commission a donc adopté un amendement en ce sens, prévoyant que le dispositif ne s'appliquera qu'aux étudiants qui, à la date de la publication du texte, n'auront pas encore débuté le 3e cycle. Ce délai doit également permettre, Monsieur le ministre, de prendre le temps nécessaire avec les parties prenantes pour établir le nouveau référentiel de formation. J'ai pu constater lors de mes auditions que la plupart d'entre elles y avaient déjà beaucoup travaillé. Je voudrais maintenant m'attarder sur le contexte dans lequel intervient l'examen de ce texte. Votre gouvernement a repris, Monsieur le ministre, l'essentiel de son dispositif pour l'inclure au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 26 septembre dernier, alors même que la proposition de loi que nous examinons cet après-midi était déposée au Sénat depuis janvier et inscrite à son ordre du jour. Elle s'inspire, vous le reconnaîtrez d'ailleurs, de nos travaux. Et comme l'a rappelé le président Retailleau, en effet, nous avons adopté dès 2019, mes chers collègues, un dispositif qui prévoyait que les étudiants de médecine générale réalisent lors de leur 3e année d'internat un stage d'une année en pratique ambulatoire, en autonomie supervisée, en priorité dans les zones sous-denses, stage qui a été ramené à au moins un semestre à l'issue de la CMP. Cette disposition n'a jamais été appliquée par le gouvernement, qui n'a pas pris les décrets nécessaires, malgré les promesses données dans cet hémicycle. La proposition de loi reprend aussi une recommandation du rapport de la commission d'enquête relative à la situation de l'hôpital, qui proposait, je cite, de renforcer la formation en médecine générale par une 4e année d'internat, en priorité dans une zone sous-dense. Je crois enfin que la proposition de loi du président Bruno Retailleau constitue, Monsieur le ministre, le véhicule le plus sûr pour adopter cette mesure, non pas seulement parce qu'elle est antérieure au projet de loi de financement de la sécurité sociale et issue de nos travaux, mais aussi parce que l'article 23 du PLFSS qui porte cette réforme n'est pas conforme à la loi organique. En effet, l'absence d'incidence financière de la mesure sur les régimes obligatoires de base est mise en évidence par l'étude d'impact établie par le gouvernement lui-même. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d'adopter cette proposition de loi. Elle constitue le meilleur moyen de mettre en œuvre cette 4e année qui permettra d'améliorer à la fois la formation des étudiants de médecine générale et surtout l'accès aux soins dans nos territoires. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Et maintenant, la parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé. Toujours concernant la proposition de loi sur la formation des internes en médecine générale, nous vous proposons cette fois de revoir l'intervention de Daniel Chassaing, qui est le sénateur de la Corrèze. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues.
Cette proposition de loi du président Bruno Retailleau poursuit un objectif que nous souhaitons tous pour atteindre depuis maintenant une décennie, faire en sorte d'avoir des médecins dans nos villages, dans nos bourgs, bref, lutter contre les zones sous-denses. Et je sais que la commission des affaires sociales est mobilisée sur le sujet. Élu de la Corrèze, médecin en milieu rural, je ne peux que constater les problèmes de manque dramatique de médecins généralistes. Qu'ils vivent en rural ou en périphérie des villes, les citoyens doivent pouvoir être soignés et suivis. Nous souhaitons avoir un médecin dans nos maisons de santé. J'avais d'ailleurs déposé une PPL à ce sujet. La suppression du numerus clausus est une bonne chose, mais nous allons devoir patienter une dizaine d'années avant d'en ressortir les premiers effets sur nos territoires. Actuellement, nous allons vers une catastrophe, notamment dans les territoires ruraux, si nous ne prenons pas rapidement des décisions efficaces, avec aussi des urgences encombrées, car cela a été dit, beaucoup n'ont pas de médecin traitant. La BPL que nous étudions aujourd'hui propose une avancée nouvelle. C'est aussi une des promesses de campagne du président Macron. L'urgence est réelle. Et je me réjouis que nous ayons ce débat et je félicite Madame la rapporteure Corinne Imbert. J'ai rencontré récemment des étudiants en médecine qui m'ont fait part de leurs craintes. Ce qui ressort, c'est le sentiment d'être exploité avec une année supplémentaire en étant payé 2 000 € par mois après 10 ans d'études. Ce que je conçois totalement. Auparavant, vous savez, les remplacements s'effectuaient en 6e ou 7e année. Les étudiants en médecine, les études de médecine sont déjà très longues, 9 ans, et ont de nombreux stages au programme. Les étudiants s'inquiètent aussi de cette dernière année d'internat, de ne pas être suffisamment secondés, mais j'ai répondu qu'ils auront un médecin traitant, et je rappelle qu'actuellement, après 3 ans et 6 ans de stage de 6 mois, ils peuvent s'installer, ils peuvent remplacer sans médecin référent. Et de même, après 3 stages, dont 6 mois de médecine polyvalente, ils peuvent remplacer sans médecin référent. C'est suite à ces rencontres que j'ai décidé de déposer 3 amendements sur cette PPL. Le premier, irrecevable au titre de l'article 40, constitue un amendement d'appel, et je suis conscient qu'il n'aurait pas été adopté. Il proposait une réécriture de l'article unique et s'inscrivait dans la pensée qui a dominé nos échanges en 2019, au moment où la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. À l'époque, je rappelle que c'était un amendement consensuel de la Commission pour que les 6 derniers mois d'internat puissent se réaliser dans les territoires où il y a un manque de médecins. Cela a été négocié par le président Alain Millon avec les étudiants, mais le décret n'est pas apparu. Mon amendement proposait que le stage de SASPAS soit suivi d'un autre stage de 6 mois, faisant passer à 1 an, sans rajouter une année supplémentaire complète à l'internat en médecine générale. Bien sûr, la priorité donnée aux zones sous-denses. De plus, je proposais une rémunération plus importante de cette année de SASPAS, ce qui complétait mon amendement. J'ai déposé un deuxième qui lui aussi a été déclaré irrecevable pour les mêmes raisons que le précédent, pour lesquelles je conserve un peu mon incompréhension. Il portait sur la rémunération des médecins juniors. Dans le cadre d'une 4e année d'internat, je proposais de placer cette rémunération mensuelle à hauteur de l'équivalent de 10 consultations payées à l'acte par jour avec un logement. Mais le médecin qui fera appel à un médecin junior aura une clientèle bien sûr très important. Je rappelle aussi que les étudiants de dernière année d'internat, de professionnalisation, ont déjà 9 ans d'études, ils sont formés, ils peuvent consulter seuls, mais bien sûr avec l'aide, les conseils de médecins référents, médecins maîtres de stage universitaire. Bien sûr, c'est préférable et c'est dans cette PPL. Mais, Monsieur le Ministre, lorsqu'on a une clientèle débordante, les médecins n'ont pas le temps d'être MSU. Voilà la réalité du terrain et le médecin devra devenir MSU avec plus de proximité dans la formation. Enfin, mon 3e amendement porte sur le lieu de la dernière année d'internat prévue dans la PPL. Je pense qu'il est important qu'elle soit faite dans le territoire de CHU où l'étudiant a fait ses études, de même aussi que les étudiants en 4e et 5e année pourraient aller dans les hôpitaux périphériques. Cela participe aussi à la répartition géographique des étudiants et des internes et à la découverte des territoires. Monsieur le
ministre, non, mes chers collègues, nous avons l'impérieuse nécessité de proposer l'accès aux soins dans tous nos territoires. C'est le rôle de l'État. Nous devons, à mon sens, davantage écouter les étudiants en ce qui concerne leur rémunération. J'ai fini, Monsieur le Président. Le groupe Les Indépendants votera en faveur de cette PPL qui, j'espère, apportera en 2026 des solutions pour les zones sous-denses. Merci. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à notre collègue Raymonde Poncet Monge pour le groupe. Après Daniel Chassaing, sénateur de la Corrèze, place cette fois à Isabelle Briquet, sénatrice de la Haute-Vienne. Elle est intervenue dans le débat sur les finances locales. Notre collègue Isabelle Briquet pour le groupe socialiste, écologie, républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les finances locales sont-elles devenues les variables d'ajustement des comptes publics ? De contrat de Cahors en pacte de confiance, l'autonomie financière et la libre administration des collectivités territoriales ne seront bientôt plus que de lointains souvenirs. Madame la Ministre, comprenez l'inquiétude des élus locaux qui, de crise en crise, doivent toujours faire plus avec moins du fait des incessantes modifications de ressources que vous leur imposez. Suppression de la taxe d'habitation sous le précédent quinquennat, suppression de la CVAE sous celui-ci, etc. Transformer ainsi des recettes fiscales en dotation pose problème à plusieurs niveaux. C'est une perte d'autonomie effective, c'est couper le lien avec le territoire et les habitants, et c'est acter, de fait, une diminution des recettes. L'inquiétude se transforme en colère lorsque ces mêmes élus entendent ici et là que les finances locales se portent bien. C'est d'ailleurs ce que m'avait répondu le ministre des Comptes publics lorsque je l'avais alerté sur ce sujet en mars dernier. Il est vrai qu'il était alors question d'une ponction de 10 milliards d'euros sur les finances locales. Depuis, avec l'augmentation du point d'indice, augmentation nécessaire, la hausse du coût des matières premières, des denrées alimentaires et de l'énergie, les collectivités locales sont au bord de l'asphyxie, enfin, celles qui peuvent encore respirer. Prenons l'exemple d'une commune que je connais bien pour l'avoir administrée pendant 20 ans. Comment peut-elle faire face à une augmentation d'1 million d'euros d'électricité alors que son budget de fonctionnement dépasse à peine les 5 millions d'euros ? Beaucoup d'autres communes, petites ou grandes, rurales comme urbaines, doivent faire face à la même situation. Il en est de même pour les départements dont les finances sont déjà impactées par le manque de compensation des dépenses liées au Ségur et aux allocations individuelles de solidarité, particulièrement le RSA, pour lequel le fonds d'urgence ne fera pas la maille. Au-delà même de leurs dépenses propres, les collectivités doivent aussi faire face aux difficultés des organismes ou établissements qu'elles financent. La situation des EHPAD est particulièrement préoccupante, et que dire de celle des SDIS ? Nous voyons bien, cette crise financière a des répercussions sur l'ensemble des services publics. Devant l'explosion des coûts, nous avons voté cet été un filet de sécurité. Si initialement il était censé concerner 22 000 communes, seul un tiers d'entre elles y seraient éligibles. Il est donc urgent de revoir la copie, notamment les critères d'accès, afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle. La réponse du gouvernement doit être à la hauteur de l'enjeu. Aujourd'hui, que nous proposez-vous ? Les pactes de confiance. Quelle que soit la manière dont on les nomme, ces pactes constituent une double peine pour les collectivités. Baisse des dotations du fait de la non-indexation sur l'inflation d'une part, et contrôle de la dépense d'autre part. Il s'agit purement et simplement d'un contrat léonin. Au-delà de toute autre considération, comment imposer une réduction des dépenses à des collectivités qui ne peuvent, en raison de l'inflation, estimer leurs coûts ? Pour la seule électricité, selon des dates d'échéance des marchés, les choix énergétiques passés, les modes d'indexation, les surcoûts peuvent être de 10, 100, 300, voire 500%, même plus dans certains endroits.
De même, difficile d'avoir un peu de lisibilité sur les intérêts des dettes, sauf à pouvoir prévoir les taux de 2023, dont personne ne peut à ce jour connaître l'évolution. Ainsi amputé de toute marge de manœuvre, quelle perspective reste-t-il aux collectivités? Contribuer au seul redressement des comptes publics? C'est oublier le rôle primordial des collectivités en matière d'investissement public, l'investissement qui assure la bonne tenue du tissu économique local et contribue à la préservation de l'emploi. C'est oublier le rôle majeur que jouent les collectivités dans notre pays et les actions qu'elles portent au quotidien, au plus près des populations, en finançant des services publics de proximité en tout point du territoire. Madame la ministre, les communes, les intercommunalités, les départements et les régions n'en peuvent plus d'être si peu considérés. Nos collectivités locales ont besoin de vraies relations de confiance avec l'État et non pas d'une mise sous tutelle déguisée. Merci, chers collègues. Et la parole est maintenant à Pascal Savoldelli. Enfin, la dernière séquence en provenance du Sénat concerne cette fois la proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. Et la parole est au sénateur de Charente-Maritime, Mickaël Vallet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure. Mon camarade Jean-Pierre Sueur vous aura exposé la position du groupe socialiste sur les grandes lignes du texte. Je me concentrerai pour ma part sur l'article 7 qui impose aux cabinets conseils travaillant pour l'État de bien vouloir, s'il vous plaît, employer la langue française dans les échanges avec l'administration et dans la rédaction de leurs documents. Cet article est issu d'une des recommandations de cette commission d'enquête où j'ai siégé avec plaisir et grâce à laquelle nous avons pu mesurer ce qui se passe dans les coulisses de ces marchés publics où, diapositive après diapositive, les cabinets offrent les solutions adéquates que ne sauraient trouver par elles-mêmes les administrations. J'aurais pu dire, pour me faire mieux comprendre de l'écosystème qui nous occupe et qui nous écoute peut-être, que j'ai fait partie du board de la commission qui a mesuré behind the scene comment slide après slide, les consultants juniors et seniors d'un même practice font des propals pour offrir les bons feedbacks et les key learnings à leurs prospects publics. Chers collègues, si comme moi vous n'entendez rien à ce sabir, rassurez-vous, la commission d'enquête, je remercie Eliane Assassi, a annexé au rapport un glossaire du vocabulaire dont les cabinets conseils inondent leurs clients. Mais inquiétez-vous et inquiétons-nous de la situation qui a rendu ce glossaire malheureusement indispensable. Lors de son audition, le PDG de la Poste a déclaré que le recours trop systématique au cabinet faisait courir le risque, je cite, d'un nouveau conformisme. Ce conformisme passe par la langue et conduit à un appauvrissement de la pensée. Ce globish, qui n'est même pas de l'anglais, est en fait un instrument de formatage. Nombreux sont les fonctionnaires et les citoyens, ils l'ont dit, à en concevoir une souffrance certaine. La France a un rapport particulier à la puissance publique et à l'administration qui lui est propre. Villers-Cotterêts n'est pas Wall Street. Et ce rapport entre la France et son administration ne peut être appréhendé par les seuls cadres de pensée outre-Atlantique. Ceux-ci correspondent parfaitement à la culture anglo-saxonne et c'est une grande culture. Mais ce n'est pas la nôtre, et elle ne permet pas de développer souverainement notre propre vision de l'action publique. La légère modification de la loi Toubon proposée dans ce texte ne saurait être résumée à une approche passéiste, consistant à regretter le bon vieux temps de l'imparfait, du subjonctif ou de la marine à voile. Ce n'est pas non plus la recherche d'une langue pure, car une langue figée est une langue finie, c'est un fantasme morbide que je laisse aux réactionnaires. On doit accepter l'intégration, et même avec gourmandise, de mots étrangers ou nouveaux lorsqu'ils recouvrent mieux que n'importe quels autres une réalité que notre langue, parfois, ne décrit pas. En revanche, lorsque le mot existe en français, et surtout, j'arrive au point essentiel, lorsqu'il est parfaitement entendu de tous les citoyens, il doit être employé pour que les gens se comprennent entre eux. C'est un impératif démocratique autant qu'un refus de l'entre-soi. Une récente étude du Crédoc sur le sujet rappelle, je cite, cet attachement manifeste à la langue qui se décline à travers l'expression de la nécessité de services publics exemplaires sur le sujet. C'est ce qu'exprime l'article 7 de la présente proposition de loi dans un contexte où les gouvernements, de longue date, ne respectent ni la loi Toubon, ni les dispositions réglementaires prises en application de celle-ci, ni les circulaires primo-ministérielles qui s'imposent à l'administration.
Les Choose France, French Tech, Business France, France Connect, French Impact, Startup Nation, Bottom Up et autres clusters sont autant d'agressions creusant le fossé entre le peuple et ses représentants. Il faut en avoir conscience. Quand on est payé par le contribuable, on le sert dans sa langue. Ça vaut pour l'administration, comme pour ses dirigeants, comme pour ses prestataires. En février dernier, l'Académie française a publié un rapport sous-titré « Pour que les institutions françaises parlent français ». On en est rendu là tout de même. En juin dernier, le ministre québécois de la langue française, en visite à Paris, nous invitait avec émotion à ne pas laisser son gouvernement seul dans la bataille. Nous devons les entendre. Nous avons une occasion rare de renforcer utilement la loi Toubon, monsieur le ministre. Saisissons-la. D'aucuns inscriraient sur leur slide de conclusion que c'est now or never pour réaffirmer les principes linguistiques. Mais avec l'audace dont nous savons faire preuve au Sénat et sur tous les bancs, et beaucoup plus clairement, nous pouvons dire que c'est maintenant ou jamais. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Et le dernier orateur est monsieur Stéphane Sautarel pour les Républicains. L'actu, est désormais terminé. Pour les fans de sport, restez bien avec nous sur NATV à 20h, le coup d'envoi du Nasport Show, une édition spéciale consacrée au tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France. Concernant l'actu, vous pouvez retrouver l'émission comme d'habitude sur la page YouTube de NATV. Merci à la réalisation de Paul Maison-Regnault, merci à l'édition à Clément Darbieux, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse entre de bonnes mains, je vous laisse entre les mains de Clément Darbieux pour la rubrique L'invité de la rédaction. Ce soir, Clément reçoit Marc Padonou, qui est le fondateur de la plateforme WheezyBoost, une plateforme pour apprendre facilement l'anglais. Très bonne soirée à tous sur NATV. Good night, everybody. Bonsoir Marc. Oui, bonsoir Flavien, comment allez-vous? Ça va très très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Première question, qu'est-ce que WheezyBoost? Alors WheezyBoost, c'est assez simple, c'est une plateforme en ligne pour la pratique de l'anglais. Le concept est assez simple, ce que l'on fait, c'est que l'on met en relation des Français qui veulent pratiquer l'anglais, qui ont déjà un petit niveau intermédiaire. On les met en relation avec des tuteurs d'anglais qui sont en fait des étudiants américains que nous sommes allés chercher dans les meilleures universités en fait, des États-Unis pour leur proposer de devenir tuteurs sur WheezyBoost. La mise en relation se fait sur des sessions de conversation de 45 minutes et l'idée, l'intérêt pour nous, c'est de dire que, imaginons que vous soyez comptable, plutôt que d'aller chercher Mathieu qui a fait ses études d'anglais en France et qui a son bac+5 qui va vous expliquer Brian is in the kitchen. L'idée, c'est que vous puissiez aller chercher, que vous puissiez être mis en relation avec un étudiant américain donc, qui parle anglais et dont l'anglais est la langue maternelle, avec lequel, qui étudie la comptabilité aux États-Unis et avec lequel vous allez pouvoir parler de comptabilité, donc actif, passif, comptabilité fournisseur. Il va connaître votre jargon professionnel et vous allez pouvoir progresser en anglais de cette manière. On a 7 tuteurs qui sont enregistrés pour le moment. On a des tuteurs, la moitié vient de Harvard. Ensuite, on a des tuteurs de Boston College, on a Tufts University, Valparaiso University, et il y en a d'autres qui sont en cours de recrutement. Aujourd'hui, si j'ai envie de progresser en anglais, je m'inscris sur votre site. Comment ça fonctionne? C'est juste une inscription, je me mets en relation avec vous? Alors, vous pouvez entrer en relation avec moi, mais l'idée, c'est de vous connecter tout simplement sur la plateforme wheezy-boost.com, de créer votre compte, et en créant, vous cliquez sur le bouton s'enregistrer, s'inscrire, c'est assez intuitif, et en créant votre compte, vous bénéficiez d'une session, d'un crédit, vous bénéficiez d'un crédit qui vous permet d'avoir une session d'essai gratuite sur WheezyBoost. Marc Padonou est avec nous ce soir, le fondateur de la plateforme WheezyBoost. Marc, concrètement, quel est votre rôle dans tout ça? Alors moi, je suis coordinateur, je suis le dirigeant de l'entreprise. Je n'interviens pas sur les sessions de conversation. Ce que je fais, c'est que je m'occupe
des partenariats avec les tuteurs, je m'occupe de la communication de WheezyBoost, je m'occupe également de la relation avec le développeur qu'on a pour développer de nouvelles fonctionnalités. Et je m'occupe également de l'ajout de nouvelles ressources. C'est-à-dire que lorsque vous réservez une session sur WheezyBoost, le système vous propose de sélectionner une ressource. Les ressources sont des articles de 400 à 500 mots que vous pouvez lire juste avant la session et qui va servir en fait de support, de base, de prétexte à la conversation avec votre tuteur. Les articles donc ce sont des sujets très variés. Et donc, moi, je m'occupe de sélectionner en fait les nouvelles ressources qui vont être mises à la disposition des utilisateurs. Je contacte des étudiants de Harvard pour leur proposer de rédiger ces ressources. Toutes les ressources sont rédigées par les étudiants de Harvard. Et voilà, donc j'ai vraiment un rôle de coordinateur entre les différents intervenants et utilisateurs. D'où vous est venue l'idée de créer cette plateforme? À quel moment vous vous êtes dit il faut que je le fasse? Eh bien, écoutez, moi, mon truc, ça a toujours été les langues. Faut pas trop me parler de mathématiques, mais les langues, c'est vraiment, c'est vraiment mon domaine. J'ai des facilités avec ça. J'ai eu un parcours. Donc, en fait, le projet, il est venu lorsque je faisais les études, que je voyais la manière dont on apprenait les langues, que ce soit à l'université ou même dès le lycée. Et plus tard, quand j'ai été confronté au réel, que je suis rentré dans le monde professionnel, les stages, les premiers boulots, que j'ai vu que c'était un prérequis essentiel pour tous les emplois, en fait, on demandait à chaque fois un niveau d'anglais avancé, et je voyais bien que c'était pas du tout le cas pour la plupart des gens. Et je me suis rendu compte en fait que le problème, c'est qu'en France, c'est assez simple de trouver des ressources basiques pour avoir un niveau basique en anglais. Tout le monde est capable de lire et de rédiger à peu près un email en anglais. Simplement, dès qu'il s'agit d'avoir une conversation en anglais avec un natif ou même avec quelqu'un dont ce n'est pas la langue maternelle, mais avec laquelle il faut parler anglais, on a un gros blocage, et ça, c'est dû au fait que ce qu'on apprend en France, c'est très théorique, c'est très écrit, et que les moments d'interaction avec des locuteurs anglais de langue maternelle sont très rares en fait. Rien qu'au collège, on a étudié, tous ceux qui ont été jusqu'en troisième ont étudié presque 500 heures d'anglais. Presque 500 heures d'anglais. Normalement, en 500 heures, on a un niveau B2 bien avancé. Le problème, c'est que c'est beaucoup d'écrits et très peu d'interactions à l'oral. Donc, en fait, c'est de là qu'est venu le projet. J'ai voulu répondre à ce problème de manque en fait, d'interlocuteurs avec lesquels on pouvait pratiquer à l'oral. Sur WheezyBoost, la plateforme est accessible à tous, c'est-à-dire un niveau, on va dire, amateur à un niveau presque professionnel? Alors, c'est une très bonne question. Tout ce qu'on demande, c'est d'avoir 18 ans pour s'enregistrer sur WheezyBoost. C'est ouvert à tous. L'idée, c'est vraiment, pour tirer le meilleur parti de la plateforme, on conseille quand même d'avoir un niveau B2. Simplement, c'est quand même... B2. On conseille quand même d'avoir un niveau B1. Mais c'est quand même ouvert à tous. Tous nos tuteurs ne parlent pas français. On en a certains quand même qui parlent français. De toute manière, c'est marqué sur leur fiche de présentation sur WheezyBoost. Mais voilà, l'idée c'est que lorsqu'on s'inscrit sur WheezyBoost, qu'on veut progresser en anglais, vous réservez des sessions de conversation de 45 minutes. L'idée c'est vraiment d'avoir 45 minutes qui se déroulent en anglais. Le concept, c'est pas de vous mettre en relation avec un tuteur qui va vous expliquer comment parler anglais en français. Vous comprenez ce que je veux dire? L'idée c'est vraiment d'avoir 45 minutes en anglais avec un tuteur de langue maternelle. Donc c'est pour ça que dans les prérequis, lorsque je vais chercher des étudiants américains pour qu'ils s'enregistrent sur WheezyBoost, le fait de parler en français, ce n'est pas un prérequis. Il y en a certains qui parlent français, donc pour les
pour les utilisateurs qui ont vraiment un niveau amateur. Mais voilà, on encourage vraiment nos utilisateurs à sauter le pas. Comme je vous disais, si vous avez été jusqu'en troisième, vous avez fait presque 500 heures d'anglais. 500 heures d'anglais. Si vous avez été au lycée, à l'université, on n'en parle même pas. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, d'inciter les utilisateurs à sauter le pas, à sélectionner un tuteur qui ne parle pas français ou qui parle très peu français pour vraiment sauter le pas et se jeter dans le bain et pratiquer l'anglais à l'oral parce que c'est comme ça qu'on progresse. En moyenne, quelle est la fréquence des utilisateurs sur votre plateforme? Est-ce que c'est-à-dire, est-ce qu'on peut y aller le lundi, on peut y aller tous les jours, alors une fois par semaine? Est-ce que c'est disponible en pleine nuit, par exemple? Je sais pas, à 4 heures du matin, quelqu'un se lève et a envie de se dire, tiens, j'ai envie de progresser en anglais? C'est disponible à toutes les heures, 24 sur 7. Ce sont les tuteurs qui ouvrent en fait leur emploi du temps. Ils ouvrent des créneaux sur lesquels ils sont disponibles. La plupart des tuteurs sont basés aux États-Unis. J'en ai une ou deux en l'occurrence qui sont basées en France en ce moment parce qu'elles font un programme d'échange. Donc elles sont sur le fuseau horaire français. Mais voilà, on a des tuteurs sur le fuseau horaire américain, d'autres sur le fuseau horaire français. Le fait qu'on ait des tuteurs sur le fuseau américain, c'est une bonne chose parce que quand c'est le soir ici, c'est l'après-midi pour eux. Donc ils sont disponibles également. Voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est trouver en fait un tuteur qui est disponible sur vos créneaux de disponibilité. Vous avez créé donc WheezyBoost il y a quelques mois. C'est quoi la suite pour WheezyBoost si on parle un petit peu d'avenir? Y aura-t-il des nouveautés, des améliorations? Vous y avez déjà pensé? J'y pense déjà. Là, je me concentre sur la période de lancement. Mais bon, bien sûr, c'est mon petit bébé, donc j'ai pas mal d'idées pour la suite. Si je vois que ça fonctionne sur l'anglais, l'idée, c'est d'ajouter d'autres langues, l'espagnol, le français, l'arabe, le chinois. Il faudrait également qu'on développe l'application mobile. Pour le moment, WheezyBoost est accessible sur le téléphone. Simplement, ça va être à partir de votre navigateur sur le téléphone, c'est pas une application mobile. Donc voilà, c'est une chose que je veux faire développer également. Voilà les grandes lignes sur le moyen long. Quand on se lance comme ça dans un projet, j'imagine que les débuts sont assez stressants. Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que c'est un projet qui date d'il y a 1 an, 2 ans, car votre plateforme a vu le jour en 2022 cet été? Alors, effectivement, c'était un peu stressant. Ça fait 2 ans que je travaille sur le projet. Ce que je dis toujours, c'est que quand j'ai eu l'idée de monter WheezyBoost, je pensais devenir millionnaire en 6 mois. Ça n'a pas été, ça a pas été le cas. Je crois que c'est le parcours de tous les lanceurs de projets, de tous les entrepreneurs. On part avec une idée, on croit que ça va être facile, que ça va se lancer très rapidement, et puis on est confronté à la réalité. Moi, ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet. Là, c'est en ligne depuis fin juin. Il a fallu trouver le bon développeur, il a fallu comprendre les statuts, il a fallu comprendre les demandes du marché, il a fallu régler tous les aspects administratifs. Ça fait un moment que je suis dessus, mais c'est un peu stressant, mais c'est une bonne expérience. Je suis content d'en être arrivé là où j'en suis aujourd'hui, et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Dernière question pour nos téléspectateurs. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Sur quel site internet? Ou alors comment vous contacter? Comment faire pour s'inscrire sur WheezyBoost? Alors, le plus simple, c'est de taper WheezyBoost, WYZYB2OST sur votre navigateur. Vous allez tomber sur WheezyBoost. Et l'adresse, c'est Wheezy, WYZY-du-6 Boost, donc wheezy-boost.com. Et si vous voulez rentrer en contact avec moi directement, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Marc Padonou. Vous pouvez également me contacter par email, contact@wheezy-boost.com. Donc contact@wheezy-boost.com.
Et voilà. Merci beaucoup, Marc Padonou, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous, Flavien. Je vous souhaite une bonne soirée.